Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Le sera animé par le professeur Jean de Dieu Minengu Mayulu. Il est professeur à l'université de Kinshasa, faculté des sciences agronomiques. Il est entre-temps conseiller à la présidence de la République. Sans plus tarder, j'invite le professeur Jean de Dieu Minengu à prendre la parole et à nous donner l'essentiel de son exposé de ce jour. Je tiens avant tout à remercier d'abord la coordination du corps de l'élite scientifique de notre parti pour avoir pensé encore à moi pour la deuxième fois après la conférence qui a eu lieu à l'hôtel Rotana. Une fois de plus, je vous dis merci. Et il n'a pas fini la présentation, il y a quelque chose qui était très capital à dire, parce que c'est l'IDPS qui organise. Les gens ont toujours l'habitude de dire l'IDPS n'a pas de cadre, l'IDPS c'est un parti de voyous. Je suis secrétaire national de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je ne suis pas devenu secrétaire parce que M. Tshisekedi est devenu président de la République. J'étais déjà dans le parti, j'étais le candidat du parti en 2011. Donc quand le fait Etienne Tshisekedi, l'héros national, était candidat président de la République, moi j'ai porté les maillots du parti comme candidat député national. Donc je ne suis pas quelqu'un qui est tombé du ciel au sein de l'UDPS. Donc ça c'est une précision importante qu'il fallait apporter. Et notre communication de ce soir porte sur l'intégration du Kivu. Je pense que ça a été déjà dit par les organisateurs. Le développement d'un pays doit être assis sur la réflexion. Les politiques publiques ne peuvent être efficaces que lorsqu'elles sont assises sur la science. Sans la science, il n'y a pas de développement. Et un parti politique qui cesse d'organiser des journées, des soirées de réflexion, ce parti n'ira nulle part. Et je crois que mon parti, votre parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, se trouve sur la bonne voie. Nous pouvons être peut-être, sans trop d'efforts, sans trop d'orgueil, dire que nous sommes peut-être les seuls partis qui organisent des journées de réflexion sur les questions liées au développement de la République démocratique du Congo. Mais le plus important aussi, c'est que la coordination fasse œuvre utile de toutes ces recommandations, pas que les recommandations tombent dans les tiroirs, mais que les recommandations soient transmises peut-être à qui des droits pour qu'elles soient finalement appliquées. On peut avancer? Voilà. La communication, elle est accessible à tout le monde. Elle porte sur quelques points, le contexte de l'intégration économique du Kivu dans le bloc économique de la RDC. Le deuxième point, nous allons parler quels sont les enjeux de l'intégration du Kivu, quels sont les défis finalement que nous devons relever, les pistes de solutions et une petite conclusion. Nous voulons parler du nord, du sud et du Maniema. Et cette région qui appartient à la République démocratique du Congo, on peut dire que c'est la région la plus riche d'Afrique, sans toutefois exagérer. Pourquoi nous considérons le Kivu comme la région la plus riche d'Afrique? C'est ici. Pourquoi nous considérons le Kivu comme la région la plus riche d'Afrique? Quand vous voyez ce qu'on appelle, sur le plan environnemental, la biodiversité, le parc le plus important, le plus attrayant, avec une biodiversité exceptionnelle en République démocratique, voire même en Afrique, se trouve dans le Kivu. Vous avez le parc de Virunga, vous avez le parc de Maïko. Tous ces parcs sont dans la partie orientale du pays qu'on appelle le Kivu. Sur le plan agricole, on voit que le Kivu, c'est une région très riche avec un climat où on peut réaliser même la production de cultures qui se réalisent dans les régions tempérées. Donc, on peut produire également des cultures qui se réalisent dans les régions tropicales. Vous avez un sol favorable qu'on appelle le sol volcanique, seulement avec un plan très stratégique, un plan d'aménagement du territoire pour le Kivu dans les secteurs de l'agricole. En tout cas, tout ce qui pouvait venir du Kivu pouvait nourrir une partie de l'Afrique et peut-être toute la République démocratique du Congo. Pour les minéraux, tout le monde le sait, comme on dit que le Kivu peut être la région la plus riche d'Afrique, c'est là où on trouve les minéraux stratégiques, c'est pourquoi vous avez les guerres et tout ce qui se passe dans cette région, l'or, etc., etc. Donc, le Kivu, c'est un enjeu, pas seulement
africain, mais c'est un enjeu international à cause de tout ce qu'il y a comme potentialité, qui va de l'environnement à l'agriculture jusqu'au minerai. Le Kivu, c'est vraiment la richesse du monde. Voilà, ça c'est notre Kivu. Et le contexte dans le Kivu ici, c'est aussi un problème de voies de communication. Vous savez que le Kivu, c'est une région qui a un relief qui est un peu différent ici. Vous avez des montagnes et vous avez des collines. Mais au-delà de cet handicap environnemental et naturel, le Kivu, comme d'autres régions de la République démocratique du Congo, manque de voies finalement de communication. Le Kivu n'est pas relié avec le reste de beaucoup de provinces de la RDC. Ce qui veut dire que si vous êtes à Goma, une maman qui produit de la banane en grande quantité, ça ne peut pas arriver avec Kisangani, c'est pratiquement impossible. Mais quelle est la voie que la banane va suivre? Ça, ce sont des voies de communication. Vous allez voir quand vous êtes à Ouvira, vous voyez les voies là. Les produits vont vers ce qu'on appelle l'Afrique de l'Est. Ce qui veut dire que le Kivu, sur le plan politico-administratif, appartient à la République démocratique du Congo, mais sur le plan économique, le Kivu n'appartient pas à la RDC. Le Kivu appartient à ce qu'on appelle les blocs économiques des pays de l'Afrique de l'Est. Ce qui veut dire que tout ce qui est produit là-bas, ça ne va jamais vers l'intérieur du Congo, ça va vers l'Afrique de l'Est ou ça va finalement vers l'Asie. On peut avancer pour eux. Alors, quels sont les enjeux qui se passent dans le Kivu? Le premier enjeu dans le Kivu, c'est la croissance démographique. Là, on m'a mis S, c'est la croissance démographique. Et le Kivu, c'est la région où la densité est très élevée. Donc, on est autour de 350 habitants par kilomètre carré. La question de l'accessibilité à la terre. Au Kivu, vous avez, pour ceux qui réalisent la production agricole, on est autour de 0,3 à 0,5 hectares par ménage. Mais dans d'autres parties de la province, vers l'ouest ici, vous êtes à jusqu'à 3 à 5 hectares par ménage. Le troisième enjeu au Kivu, tout le monde, vous le savez, c'est la question identitaire. On ne sait pas qui est du Kivu, qui n'est pas du Kivu. Donc il y a un mélange de tout, avec la migration, avec les guerres dans les pays orientaux. Il se pose de sérieux problèmes identitaires dans l'Est. Autre enjeu dans le Kivu, c'est l'exploitation des ressources. On peut qualifier ça de l'anarchie dans l'exploitation des ressources naturelles. Le coltan, l'or et toutes les autres ressources sont exploités par presque tous les charognards et tous les troubadours du monde qui ont trouvé un terrain où on pouvait venir prendre ce qu'on peut prendre. Vous avez, comme il y a des questions identitaires, et cela s'ajoute des questions sécuritaires. Donc c'est dans les Kivu où on trouve de tout. Les Ougandais et tout le monde est là. Donc il se pose un problème sérieux de sécurité et surtout l'enjeu, comme on l'a dit, c'est l'isolement du Kivu des restes des régions de la République démocratique du Congo. Donc, tout comme pas seulement les Kivu, quand vous êtes au niveau de Guadolité et vous êtes dans le nord au Bangui et toutes ces provinces, ce ne sont pas des provinces qui sont interconnectées. Ce sont des provinces qui fonctionnent comme des îlots très isolés qui ne sont pas en interaction. Alors, les défis à relever, comme nous l'avons dit, c'est le contrôle de la croissance démographique dans la région. Ici, le contrôle de la croissance démographique en termes de natalité, mais en termes également de mouvements migratoires. Donc, c'est une région où il y a des mouvements de gauche à droite, où il y a des gens qui quittent d'autres régions et viennent finalement dans les Kivu. Ça, c'est un défi important à relever par les pouvoirs publics de la République démocratique du Congo. La croissance démographique dans cette région pourtant riche de l'Afrique, mais qui fait face à cet enjeu qui met en péril la sécurité de la province et voire même la sécurité de la République. Vous avez également d'autres défis que nous devons relever dans les défis de l'intégration économique du Kivu. On ne peut pas exploiter des ressources au niveau de la province du Sud Kivu, les ramener vers Lubumbashi. Il n'y a pas suffisamment d'infrastructures. Pourtant, nous avons près de 25 000 km de voies navigables. Nous avons près de 152 000 km de routes. Vous savez, sur les 152 000 km de routes, c'est moins de 4 000 qui sont finalement bitumées, qui sont asphaltées, et toutes les autres routes sont en terre. Nous avons près de 5 000 km
des voies ferrées, mais qui se trouvent dans un état de délabrement. Ces voies ne peuvent pas permettre au pays de pouvoir se développer. Alors, quelles sont les pistes de solutions pour que le Kivu soit finalement intégré dans ce qu'on appelle le bloc économique de la République démocratique du Congo? Nous avons parlé des défis. C'est le défi d'abord. C'est la croissance économique. Il faut contrôler la croissance économique, la croissance démographique. Le deuxième défi, par rapport à la solution qu'il faut apporter, c'est par rapport à la gestion de la vie. Les agriculteurs n'ont pas suffisamment aidé. Vous avez des parents, un ménage qui a 4 enfants, vous avez 0,5 hectares de terre, et par rapport aux parents, les 4 enfants, si c'est lancent dans la culture, ça se fait ça. Donc, on quitte les 0,5, on va faire des hectares. Donc, ça, c'est un problème. Il faut développer des pratiques agricoles qui permettent d'arrêter les effets de l'air et à réaliser des grandes productions. Troisième piste de solution, c'est de faire en sorte que les populations vivent dans la pacifique entre les populations. Ça, c'est clair, comme nous l'avions dit. Dans les Kivu, il se pose un sérieux problème d'identité. C'est pourquoi vous avez certaines personnes du Kivu, les gens qui sont ici à l'Est, peuvent les qualifier de Rwandais, ou soit des Ougandais, etc. Donc c'est un milieu extrêmement complexe où il faut travailler sur ce qu'on peut appeler la cohabitation pacifique entre les peuples. La question de l'exploitation durable des ressources naturelles. Il faut mettre en place des mécanismes pour que toutes ces ressources qui sont exploitées dans la partie orientale, des ressources qui sont finalement stratégiques, vous avez le coltan, vous avez l'or qui sont recherchés à travers le monde, mais l'exploitation se fait de façon anarchique. D'ailleurs, quand on exploite l'or au Kivu, s'il faut raffiner ça, ça ne prend pas la direction de Kisangani, ça ne prend pas la direction de Lubumbashi, ça ne prend pas la direction de Mbujimaï, de Tshikapa, de Kikwit, de Kinshasa, ça prend la direction soit de Kigali, Bujumbura ou soit Kampala. Pour que le Kivu soit intégré dans les blocs économiques de la République démocratique du Congo, renforcer l'autorité de l'État. Vous avez des régions où pratiquement l'État n'existe pas. Donc il faut travailler pour que l'État soit présent, pour qu'une bonne partie du Kivu soit intégrée dans notre région. Mais il faut également développer comme piste de solution les systèmes de transport qu'on appelle multimodal et interconnectés. Ça veut dire, là où les routes ne peuvent pas être construites, on peut avoir les chemins de fer. Là où les chemins de fer est impossible à construire, on peut utiliser les voies navigables. C'est comme quand vous quittez Bukavu pour arriver à Goma, la route pose problème. On peut utiliser la voie fluviale, on peut utiliser les lacs. Donc c'est ça le système de transport multimodal, interconnecté, qu'il faut également développer pour l'intégration du Kivu dans les blocs économiques de la RDC. Mais surtout aussi, penser à ce que nous appelons le plan de production et de transformation des produits. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'intégration nationale. Mais quand vous voyez au niveau national, on peut avancer. Quand vous voyez au niveau national, le pays dispose d'un ministère qu'on appelle le ministère de l'intégration régionale. Le ministère de l'intégration régionale existe. Ça veut dire que le Congo veut participer aux échanges commerciaux avec le reste de l'Afrique. Mais pour participer aux échanges commerciaux avec le reste de l'Afrique, vous avez des contraintes pour la République démocratique du Congo. Donc, le pays en lui-même n'est pas intégré. Il n'y a pas une intégration économique nationale, ce qui démontre d'abord que tout ce qui est produit dans l'Est ne peut pas arriver au centre et à l'ouest de la République, ce qui veut dire aussi que ce qui est produit à l'ouest ne peut arriver pas encore au centre, mais encore à l'est de la République. Donc il faut travailler sur l'intégration économique nationale avant de penser à ce qu'on appelle l'intégration économique régionale, ce qu'on appelle la ZLECAF. Ce qui veut dire que l'intégration du Kivu dans ce qu'on appelle les blocs économiques de la République démocratique du Congo doit passer obligatoirement par ce qu'on appelle la mise en place d'un système de transport, comme je l'ai dit, qui doit être multimodal, mais interconnecté, mais aussi avec un plan de production et de transformation. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, le Congo risque de devenir un marché pour les autres États. Je crois qu'on va amener la machine. J'ai quelque chose à présenter là. Le Congo risque de devenir un marché. On va montrer les corridors qui sont liés à la République, une autre présentation. Comment
la République démocratique du Congo, qui a pourtant des ressources, qui pouvait aider les autres États africains avec des produits, mais le Congo va se transformer en un marché. D'ailleurs, quand vous prenez la partie ouest de notre pays, quand vous voyez l'est de la République démocratique du Congo, tout ce que nous consommons qui vient de l'extérieur vient généralement de l'Angola. Nous sommes exploités par l'Angola. Les pays, quand vous voyez le nord de l'ancienne province de l'Équateur, vous avez beaucoup de pays, des trucs qui viennent soit de la République centrafricaine, soit du Cameroun. Et quand vous voyez la partie, finalement, les différents corridors pour le développement de la République démocratique du Congo, on se rend compte que quand vous voyez la partie ouest de la République démocratique du Congo, si nous ne mettons pas en place les infrastructures pour participer à la zone de libre-échange continentale, voilà ce qui va arriver. Nous allons nous transformer en un marché pour la Guinée équatoriale, pour le Cameroun, pour l'Angola. Vers l'ouest et vers l'est, c'est clair. Nous sommes déjà un marché. Quand vous arrivez, je suis allé même à Kisangani, vous êtes à Goma. Ce qu'on vend n'a rien à voir avec nous ici. Ce sont des choses qui viennent du Kenya, qui viennent de l'Ouganda, qui viennent de la Tanzanie et autres. C'est ainsi que les infrastructures qui sont en train d'être mises en place du Kenya vers la République démocratique du Congo, Mozambique vers la RDC, Tanzanie vers la RDC, c'est pour que les pays soient exploités économiquement si les Congolais ne fournissent pas des efforts de mettre en place les infrastructures, pas seulement pour favoriser les échanges commerciaux, mais également si la République démocratique du Congo ne met pas en place un système de production pour mettre sur les marchés africains. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la zone de libre-échange, qu'est-ce que la République peut mettre sur les marchés africains? Ce n'est pas des sacs de manioc qu'on va aller trouver sur le marché. Donc, au-delà de tout ce qu'il faut faire et autres, il y a un travail important. Je suis très content parce que le chef de l'État l'a dit lors du dernier sommet de la SADC tenu à Kinshasa ici. Il a parlé de l'intégration économique nationale avant l'intégration économique continentale. Parce que il faut voir ce qui est en train de se faire. L'Ouganda veut toujours construire des routes qui mènent vers la République démocratique du Congo parce qu'ils savent que le Congo a beaucoup de ressources. Et à chaque fois, lorsque le gouvernement de la République veut construire des routes pour tenter de relier l'Est avec la partie orientale, vous avez le développement de plusieurs groupes armés qui se multiplient. Donc la guerre et l'économique, on empêche au Congo de s'intégrer économiquement, couper cette partie de la République, être lié avec ce qu'on appelle les blocs économiques des pays de l'Afrique de l'Est. On peut aller. Ça, c'était un défi important que j'allais montrer comment l'intégration posait problème. Donc, nous devons travailler par rapport à toutes ces problématiques et aussi ne pas seulement se focaliser. Il est important que les pays se dotent d'un ministère qui s'occupe de ce qu'on appelle l'intégration économique régionale. Ça, c'est important. Mais avant de penser à l'intégration économique régionale, il est important que la République démocratique du Congo pense à un ministère de l'intégration nationale, parce que le pays n'est pas intégré économiquement. Ce qui veut dire que les provinces, les territoires de la République démocratique fonctionnent comme des îlots. Vous avez la chenille qui est produite, par exemple, dans le Congo ici. Elle ne peut pas se vendre en grande quantité sur le marché de Bunagana. Elle ne peut pas arriver à Goma. Donc, le pays n'est pas intégré. Ce qui veut dire que dans le cadre de la ZLFCAF, si la République démocratique du Congo ne fournit pas suffisamment d'efforts pour mettre les infrastructures, ils viendront construire les infrastructures ici. Parce que le Congo ne va pas être un obstacle pour le développement du continent africain. Et ce qui est important pour nous est de rappeler ici que le gouvernement travaille déjà. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis pour l'intégration économique nationale de la République démocratique du Congo. À ce qui concerne les transports, ça c'est important, il faut rappeler ça au Premier ministre. Nous, en tant que parti, nous avons la responsabilité. Quand vous lisez la page 35 du programme du gouvernement Sama, il parle de la mise en place de ce qu'on a appelé le fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Il devrait accélérer la mise en place de cette structure. Pourquoi? Parce qu'au niveau des routes, le pays a connu une avancée significative avec la mise en place de ce qu'on appelle les FONEL. Aujourd'hui, les routes sont entretenues avec les moyens collectés en République démocratique du Congo. C'est-à-dire si nos routes se coupent vers le Congo central, vers Chikapa et autres,
On a la facilité de trouver l'argent ici à travers les redevances et les taxes que prélève le FONER. Mais les routes, seules, ne peuvent pas permettre au pays d'aller vers le développement. Comme je l'ai dit, nous avons près de 25 000 kilomètres de voies navigables. Il fallait trouver des moyens aujourd'hui pour entretenir dans la durée les voies fluviales, mais aussi les voies ferroviaires. Les transports Kinshasa-Matadi par voie ferroviaire coûtaient moins cher que les transports par route. C'est pourquoi aujourd'hui les choses coûtent cher, parce que les voies d'eau et les voies ferrées transportent de gros tonnages et font en sorte que les prix des produits ne puissent pas coûter trop cher. Donc, cet établissement public, la présidence de la République a déjà travaillé. Donc, il n'appartient qu'aujourd'hui au Premier ministre de signer un décret qui crée le fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Et le ministre, déjà le travail a été fait à ce qui concerne l'arrêté interministériel qui fixe d'abord les taxes et le mode de redistribution de tout ce qu'on a reçu pour permettre à ce que les choses évoluent normalement. Moi, j'ai eu la chance de discuter au nom de la présidence avec le ministre Chéribin Okende par rapport à la création de cet établissement public capital pour la mise en place d'un système de transport multimodal et interconnecté en République démocratique du Congo. J'ai été pratiquement étonné après plusieurs discussions. Je les vois en train de beaucoup parler. Je ne sais pas de quoi finalement ils parlent. Plusieurs discussions, mais à la fin, rien n'a avancé. Pourtant, les propositions des textes étaient déjà sur sa table. Il suffisait qu'il amène ça au Conseil des ministres pour que le pays se dote de cet établissement. Jusqu'à ce qu'il est parti, il ne parlait plus de cet établissement pourtant capital, mais qui était prévu même dans les programmes du gouvernement. Je crois qu'il est important pour nous, dans le cadre de ces activités, mais de rappeler au Premier ministre, à la page 35 de votre programme, vous avez parlé de l'accélération de la mise en place du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Donc, il n'y a pas de raison à donner à la fin du mandat pour que l'établissement ne soit pas créé, parce que les textes ont été déjà écrits. Ce n'est pas le président qui crée l'établissement. La loi donne le pouvoir au Premier ministre. Et moi, j'ai eu l'occasion de discuter également avec ses conseillers pour que le pays se dote de cet outil important qui permettra à la République démocratique du Congo, pas seulement de s'intégrer économiquement au niveau national, mais de participer avec plus d'efficacité et de responsabilité à ce qu'on appelle la zone de libre-échange continentale. Donc voilà de façon brève, je sais qu'il y a beaucoup de questions à poser par rapport à tout cela, mais je suis à votre disposition pour échanger sur l'intégration du Kivu dans le bloc économique de la République démocratique du Congo, qui est finalement le cheval de bataille du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je vous remercie. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, chef de l'État, béton, but, aigle. Merci, nous allons ouvrir rapidement le débat. Vous levez le doigt. Lorsqu'on vous accorde la parole, vous vous présentez, vous donnez le nom et ce que vous faites, et ensuite vous posez votre question. Oui, la première question, nous allons prendre monsieur ici qui est devant. Alors, ma préoccupation, c'est par rapport aux différents défis que vous avez donnés, parce que nous devons être concrets sur le terrain. Bien que je sois médecin, j'ai quand même fait des rondes aussi au pays. J'ai tenté une fois d'acheter le maïs à Tunduma, en Tanzanie, pour les vendre à Lubumbashi ou à Mbujimaï. Et j'ai tenté d'acheter du maïs à Kabongo, si vous connaissez, si vous connaissez là, j'achète le maïs, je les vends aux mêmes endroits. Je trouve que le maïs acheté en Tanzanie, il est plus rentable que celui qui est acheté à Kabongo. Il y a aussi des gens, je ne parle pas de transport comme vous avez les transports normaux, je parle de transporteurs à vélo. Quand ils achètent du poisson salé à Malimbankoulou pour les vendre dans les centres de consommation, ils ont suffisamment de tracasseries en route, soit sur la douane, soit ce sont les policiers, soit c'est tout ce que vous connaissez, et il est rendu à plus cher. Donc au niveau local, il y a déjà des barrières
qui nous empêchent à émerger pour les populations de basse classe ou des petits commerçants. J'espère que vous avez saisi la portée de ma question. Minengo pour la présentation. En fait, moi je suis le prof Jean-Marie Beya, je suis le coordonnateur scientifique du CESU et prof à la faculté polytechnique de l'UNIKIN. Bon, on m'appelle de rien. En fait, en suivant la présentation, prof, je me pose la question, est-ce que la problématique du Kivu, c'est pas la même dans toute la République? Parce que voilà, cette question qui précède dit clairement, vous pouvez pas aller de n'importe où à n'importe où, sans compter que nous avons gardé des pratiques coloniales. Comment se fait-il que nous avons la DGM quand on se déplace en intérieur? J'ai jamais compris ça. J'ai dit, mais il y a un problème d'aliénation. Ça, c'est un. Deuxièmement, en fait, je crois que nous nous retrouvons dans ces problèmes de non-intégration nationale, on peut dire. Parce qu'en fait, depuis que la RDC existe, nous n'avons jamais décidé de nous développer. Il y a cette compréhension-là. Quand vous lisez même les plans d'action du gouvernement, ok, il y a tout un tas de choses dont on ne parle plus. Donc c'est comme si on a copié des trucs de quelqu'un d'autre et puis voilà. Merci beaucoup, prof. Donc je pose la question parce que quand on était petit, en fait, c'est le professeur Raphaël Matamba, je suis coordonnateur scientifique adjoint du corps de l'élite scientifique. Alors moi je me rappelle quand on était petit, on disait que le fait qu'il n'y avait pas de transport multimodal, donc toutes ces voies de communication pour interconnecter toutes les grandes villes du pays, c'était fait à volonté par les autorités du pays. Parce que comme il y avait tout le temps des rébellions, ils refusaient de connecter sciemment ce bloc-là, surtout de l'Est ici, parce que si une rébellion éclate, et puis c'est dans quelques jours que ça atterrit, Kinshasa. Alors il fallait vraiment créer à volonté cet état-là pour que quand il y a par exemple des rébellions, qu'on les mate un peu trop loin et qu'il n'y ait pas une facilité pour atteindre la grande ville comme Kinshasa. Et cela, parce que c'est pas possible qu'on reste dans cet état. Parce que nous, on nous disait ça. Et c'était fait à volonté. Et ces voies ont été, en fait, conçues sur un modèle colonial d'extraversion de notre économie. Mais maintenant, si nous voulons faciliter l'intégration économique, il faut d'abord redéfinir le modèle économique, introvertir notre modèle économique, n'est pas seulement commencer, je vois là, ministère de l'intégration, ceci, non. Mais ça, ce sont des voies sectorielles. Il faut étudier cette question de manière globale pour donner une solution appropriée qui peut permettre cette intégration. Je reviens sur les pistes de solutions qui ont été étalées ici. Il y a la maîtrise de la démographie et tout ça. Moi, je pense que la priorité d'abord dans les Kivu, c'est l'autorité de l'État. Tout tourne autour de ça. Si l'autorité est affirmée dans cette partie-là, je crois que tous les restes là pourront suivre sans problème. Et moi, je voulais parler par rapport aux problématiques. Parce que j'ai eu cette chance-là d'étudier à Yangambi. J'ai vécu au moins 2 ans à Butembo, Beni, Kanyabayonga et jusqu'à quelques kilomètres de Bunagana. Les problèmes, il y a aussi une problématique que j'ai vécu là-bas, parce que j'ai été aussi dans les Bas-Congo. Il y a la législation foncière en tant qu'agronome. La législation foncière
les terres appartiennent aux Moamis. C'est les Moamis qui distribuent les terres. C'est ça un grand problème. Deuxièmement, par rapport à ce que le prof vient de dire ici, j'ai vu un papa qui va en congé en Italie, il était à Moussienene, il passe par Rwindi, Rutshuru, Bunagana, Mambasa et il est en Italie. Pourquoi ça? J'ai été à Kisangani. Par exemple, les produits, les haricots, doivent quitter Kivu jusqu'à Kisangani. Mais la route posait des problèmes. Les produits tels que le maïs, quand ça quitte la Tanzanie, on vient vendre ça en République démocratique du Congo, ça coûte moins cher. C'est ça, non? Ça coûte moins cher par rapport au maïs acheté à l'intérieur du pays. Et ici, il faut voir ça de deux façons. D'abord, sur le plan de l'organisation de la production. Quand vous êtes, par exemple, en Zambie, l'État subventionne le producteur. L'État met à la disposition des producteurs les intrants, ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Ce qui veut dire que le système de production est très bien organisé par les pouvoirs publics. On apporte des intrants nécessaires pour pouvoir réaliser. Chez nous, 1 hectare, ça peut vous faire 10 sacs de maïs, mais en Zambie, ça peut vous faire 30-40 sacs. Pour le même niveau de travail, lui, il a une production plus élevée que nous. C'est tout à fait normal que le maïs qui est produit là puisse coûter moins cher que le maïs produit en République démocratique du Congo dans des conditions difficiles. Mais aussi, il faut voir aussi une autre stratégie économique. Je vais vous donner le cas, par exemple, du coton. Les Égyptiens étaient parmi les grands producteurs du coton. Pourquoi les Égyptiens ont abandonné la production du coton? Ils ont abandonné la production du coton parce que le coton transgénique qui venait des États-Unis coûtait moins cher, 3 fois moins cher que le coton égyptien. Ça, c'était une stratégie économique du contrôle du marché. Une fois vous avez le contrôle du marché, vous mettez le prix que vous voulez. Et lorsque les Américains ont conquis le marché du coton en Égypte, le prix du coton a été multiplié 4-5 fois. Mais c'était très difficile pour les producteurs de revenir par rapport à la production locale. Donc, il y a en même temps des appuis et des stratégies au niveau de production, mais également les stratégies économiques que les gens prennent en place pour le contrôle du marché. Au début, on va voir les produits moins chers. Quand la population va totalement abandonner de produire au niveau local, mais ils vont multiplier les prix parce qu'ils ont le contrôle du marché. Et le prof Beya dit, est-ce que la problématique du Kivu n'est pas une problématique générale? C'est la problématique générale, comme nous l'avions dit. Les provinces de la République démocratique du Congo fonctionnent comme des îlots séparés qui n'interagissent pas. Quand vous êtes vers Guado, les histoires de Guado peuvent arriver ici par quel moyen? C'est très compliqué. Donc, ce qui se passe au Kivu, c'est une problématique générale. Vous avez pleinement, c'est ça qui se passe dans d'autres provinces de la République démocratique. Il faut une décision politique. Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi nous sommes ici en tant que parti politique, pour qu'une décision politique soit prise. Tant qu'il n'y a pas une décision politique qui accompagne les réflexions scientifiques, tout ce que nous sommes en train de dire ici ne donnera aucun résultat. Je suis d'accord lorsqu'on écrit des choses, mais finalement personne... Mais je vous ai parlé du programme de Samalou Kondé. À la page 35, l'accélération de la mise en œuvre du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Quand vous lui demandez ça, non, vous êtes contre Samalou Kondé. Mais vous avez écrit ça dans votre programme. J'ai rencontré Chéribin Okende pour lui dire qu'au nom de la continuité de l'État, le président de Félix Tshisekedi devait combler les vides laissés par son prédécesseur Félix Tshisekedi dans les secteurs fluvial et dans les secteurs ferrés. Il est important qu'on crée cet établissement public. Mais il a développé les théories, comme il parle là-bas. Non, on voit, et finalement, quand on l'appelle, il ne répond plus jusqu'à ce qu'il est parti. Et lui-même, il est parti, il quitte le gouvernement, mais avec quel bilan? Ils ont écrit des choses, comme le prof venait de dire, et ça donne l'impression que ce n'est même pas eux qui ont écrit ça. Peut-être des choses, même si on ramasse quelque chose, on peut quand même se rappeler de ce qu'on a ramassé. Mais on écrit des choses, et alors personne ne s'en occupe. D'où l'intérêt de nous, en tant que parti politique, de rappeler aux dirigeants ce qu'ils ont promis,
Et ce qu'ils n'arrivent pas à faire, l'écart qui existe entre les écrits. Parce que le programme, ce n'est pas les chefs de l'État qui l'appliquent, c'est le gouvernement c'est le programme du gouvernement. Et le gouvernement est dans l'obligation de respecter tout ce qu'ils ont écrit. À la fin du mandat, ils vont dire qu'ils n'ont pas créé, parce que les FONEF ne demandent pas de l'argent. Ils vont dire que non, on n'avait pas d'argent, il y avait la Banque mondiale. Bon, ce n'est pas la Banque mondiale qui donne l'argent. Il faut écrire. On a écrit, on vous donne. Mais qu'est-ce qui pose problème? Le problème, c'est quoi aussi? Dans le cadre du FONEF, on avait prévu des taxes que les gens bouffent de l'argent. Vous avez ce qu'on appelle la redevance logistique terrestre. Pour tout conteneur qui sort, qui entre en République démocratique du Congo, ce n'est pas moins de 200, on paye ça en euros. Ce n'est pas moins de 200 euros pour payer. Cet argent, c'était pour remettre la voie ferrée. Mais où est-ce que vous avez vu ici, on est en train de travailler sur la voie? Ici, Kinshasa, Matadi, ça n'existe plus. Donc tout ça, ça fait en sorte qu'à cause des intérêts des individus d'argent, on n'a pas été capable de pouvoir les faire. Alors, le professeur Raphaël, je crois qu'aborde aussi dans le même sens, les autorités de l'époque n'avaient pas la volonté pour l'intégration économique du pays. C'est ça, non? Voilà. Et ça revient aussi, ça rejoint un peu la quatrième question du prof, pour dire que c'est une question coloniale que nous avons héritée. Mais il y a quand même des différences à faire. Quand vous voyez la politique belge, par rapport à l'exploitation d'autres ressources dans les Katanga. Mais le roi des Belges avait refusé que le cuivre extrait au niveau du Katanga, et c'est trop proche pour arriver soit à Dar es Salaam, c'était proche. Mais ils ont refusé, ils ont dit que le cuivre devrait prendre la direction de Kassai, Ilebo, Kinshasa et prendre l'océan Atlantique. Donc ça, c'était une politique quand même qui permettait à ce que les ressources qui sont exploitées au Katanga, dans la chaîne de transport ou d'utilisation des ressources, que tout le monde bénéficie. Vous avez la SNCC qui bénéficie, vous avez tous ceux qui travaillent au niveau de la SNCC sont payés, ils ont du travail. Les mamans qui vendent des bananes tout au long de la route que devrait prendre le minerai, tout le monde s'est retrouvé. Donc à l'époque coloniale, au moins il y avait quand même, bien sûr que tout ça c'était pour l'intérêt colonial, mais cet intérêt a profité quand même aux Congolais. Contrairement aujourd'hui, quand on exploite le cuivre au Katanga, ça prend quelle direction? Qui bénéficie? C'est la Zambie. C'est la Zambie, dans les chaînes de transport, c'est la Zambie qui bénéficie et ça va dans les ports pour aller en Asie, etc. etc. Donc je crois qu'il y a, vous avez parlé de l'autorité de l'État, je crois qu'on a dit parmi des pistes de solutions, tant que l'autorité de l'État est inexistante. Dans beaucoup d'endroits de la République démocratique, quand nous parlons du Kivu, il sera difficile aujourd'hui de parler de l'intégration économique nationale. Et quand nous parlons de l'intégration économique, nous ne disons pas que c'est seulement les routes. C'est toute une politique nationale qu'il faut mettre en place. Et comme vous l'avez dit, que le pays n'est pas prêt pour la zone de libre-échange. C'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas prêts pour la zone de libre-échange parce que nous n'avons pas d'infrastructures aujourd'hui qui nous permettent de participer en tant que pays aux échanges inter-africains. Nous n'avons pas des infrastructures nécessaires. Ce que nous deviendrons, comme je l'ai dit, et si nous ne le faisons pas, le Congo deviendra un marché. Il nous sera pris, comme vous l'avez dit, votre maïs risque d'être plus cher que le maïs qui vient d'ailleurs. C'est pourquoi vous voyez toute la partie orientale, quand vous arrivez là, même dans les universités, il y a des gens qui terminent les thèses, qui ne connaissent rien du reste du pays. Leur problème, c'est Kampala, leur problème, c'est la Tanzanie, leur problème, c'est le Rwanda. Vous discutez avec les opérateurs économiques qui sont au niveau de la partie orientale du pays. Qu'est-ce qu'ils pensent d'ici? Ils ne pensent même pas à Kinshasa. Ils pensent. Pourtant, tout ce qui est produit là pouvait être utile dans d'autres provinces où nous avons suffisamment, parce que nous n'avons pas les mêmes potentialités. Ça peut être utile pour les Katanga où beaucoup de produits viennent de la Zambie, ça peut être utile pour les Kassai, ça peut être utile pour les Chikapa, ça peut être utile pour les Kwilu, les Kwango, c'est dans la savane, il y a beaucoup de problèmes de ressources, et ça peut être utile pour les pays. Donc je crois qu'au-delà de ce que nous venons de dire par rapport à l'intégration économique nationale, par rapport à la question du Kivu, pour régler aussi l'enjeu de l'insécurité, il n'y a pas que la guerre qu'il faut mener. Parce que la guerre qui est menée à l'Est, elle est d'abord une guerre économique. C'est l'accès aux ressources. On veut que les ressources qui sont exploitées dans cette partie ne soient pas profitables au reste de la République démocratique du Congo, soient profitables au reste
du continent, les pays de l'Afrique de l'Est. Donc il faut des efforts. J'ai suivi des gens parler de la justice. Il faut une justice pour une intégration économique du Kivu dans les blocs économiques de la République démocratique du Congo et pour que les ressources qui sont exploitées dans cette partie puissent servir à l'ensemble du pays. Il y a notre ami qui parle de route. Hein. Quand vous quittez Kisangani, ça on l'a déjà dit comme vous venez de le préciser. Vous êtes à Kisangani. Vous êtes par exemple à Goma. Vous allez amener des pommes de terre à Kisangani comment? Par quelle voie? Vous voyez même l'état des routes, c'est pratique possible. Couplé à cela, l'insécurité. Et aussi l'insécurité qui est dans la région orientale de notre pays. Comment les forces de l'ordre peuvent assurer la sécurité des gens là où il n'y a pas de voies de communication, il n'y a pas de... Vous allez faire comment? Les militaires vont se déployer comment? Parce que les routes n'existent pas. Vous allez vers Mambasa dans les fonds forêts. Il n'y a même pas de route. C'est pourquoi les groupes armés et tous ceux qui ont besoin de ressources ont trouvé un terrain parce que les voies de communication sont complètement inexistantes dans la région. Je ne sais pas s'il y a d'autres priorités ou d'autres questions qui ont été posées. Toutes vos explications, ce n'est pas encore fini. Je vois que dans la tribune, certains ont des questions à poser. Nous allons prendre la deuxième série de questions. Merci beaucoup, professeur, pour la question. En fait, ma préoccupation est la suivante. C'est Madame Thérèse Moujani. En fait, ma préoccupation est celle-ci. Vous avez parlé tout de suite de l'insécurité pour faire évacuer la marchandise. Mais vous, au niveau de la présidence, quelles sont les mesures que vous avez prises pour bannir ou trouver une solution par rapport à l'évacuation de biens de première nécessité? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, qu'en est-il du programme de 145 territoires? Parce que avec ce programme-là, il y a moyen d'arranger les routes pour permettre enfin l'évacuation de biens de première nécessité. Ma préoccupation ou mon observation se base sur l'homme. Parce que dans vos propositions ou dans les solutions que vous avez proposées, je n'ai pas vu là où vous avez vraiment parlé de l'homme. Parce que tout à l'heure, là, vous vous êtes plaint d'abord du ministre honoraire et du Premier ministre. Vous avez fait un travail ensemble avec les ministres, mais qui par la suite, il n'a pas pu réaliser ce que vous vous êtes convenu. Je vais intervenir à deux volets. Le premier volet a été effleuré par Cédé Carlos et Madame. Nous sommes un parti au pouvoir. La première partie de mon intervention, c'est une observation. Le parti, par la présidence de la République, fait un travail, mais un ministre bloque, n'exécute pas. Et après, il n'y a rien. Nous avons presque, ça c'est la 5e année, un mandat à défendre et à justifier. Et maintenant, vous voyez que ce ministre-là est parti. Tout ce qui ne marche pas est sur notre dos. Mais lui, il est parti. Le gouvernement du parti, le gouvernement parallèle de la présidence doit travailler et doit être actif. Intégration linguistique. On parle tout dans ces pays. On parle tout, modèle économique, patati patata. On n'a jamais parlé de l'aspect culturel. Est-ce que nous avons une lingua franca au Congo? Vous allez faire un discours, un très bon discours. J'ai apprécié votre diagnostic, c'est bien posé. Mais vous faites ça en français, une langue qui n'est pas d'abord pragmatique. Il n'y a pas de pragmatisme. Pourquoi vous ne faites pas ça en anglais? Pourquoi vous ne faites pas ça en Chiluba? Pourquoi vous ne faites pas ça en Lingala? Je suis en train de lutter maintenant pour que le Congo passe à 6 langues officielles. Le Kikongo,
le lingala, le swahili et le chiluba, plus l'anglais et le français. Parce qu'à ce moment-là, nous allons d'abord apprendre nos langues. Si on demande aux enfants de l'Est d'apprendre le Kikongo, nous allons arriver à l'intégration linguistique. Mais je dois vous dire que lorsqu'on parle de l'intégration économique comme ça, c'est multisectoriel. Donc on ne peut pas se focaliser sur tel ou tel ministère. Je peux même dire presque tous les ministères. Il y en a même qui ont parlé de l'insécurité. C'est le ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale. Il y a le commerce extérieur, pas seulement infrastructure, transport, tout cela. Donc ça doit faire l'objet d'un objectif stratégique au niveau du gouvernement. On parle même du programme de développement de 145 territoires. Tout cela, ça rentre dedans. Donc c'est quelque chose qui doit être porté par le Premier ministre, bien sûr, et au-dessus le président de la République, peut-être aidé par le ministère du Plan, parce que c'est multisectoriel. Si on se focalise sur quelques ministères, on est mal parti. Je suis le coordonnateur interfédéral de la nouvelle génération Tshisekedi, Kinshasa. Moi, je vais réagir juste par rapport à la question que vous venez de répondre ici tout à l'heure. Vous entendez parler, cher CP, vous avez dit beaucoup de difficultés que nous connaissons ici en RDC par rapport aux moyens de déplacement pour faire déplacer des marchandises. C'est causé par manque de l'autorité de l'État. Alors, vous qui vivez chaque jour dans l'anglo présidentiel, aux côtés du chef de l'État, vous êtes censé lui fournir des notes techniques sur des questions pareilles. Est-ce que vous y travaillez? Vous avez vraiment une résolution sur cette situation? C'est ça ma question, je vous remercie. Voilà, nous avons nos 5 questions. Professeur, vous avez la parole pour tenter de satisfaire l'assistance. À Massissi et dans bien d'autres territoires, la monnaie locale est devenue le shilling ougandais. Comment vous expliquez ça? Oui, exactement. C'est M. Raissa Baketi. C'est ça? Voilà, je pense qu'il est dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est le shilling qui est utilisé comme monnaie. Et c'est tout à fait normal que le shilling soit utilisé comme monnaie quand vous êtes à Massissi, parce que le Kivu est intégré dans les circuits économiques de l'Ouganda et d'autres pays. Donc c'était tout à fait normal. J'ai dit, il n'y a pas que quand vous allez vers Mambasa, si le shilling, on n'utilise pas la monnaie. On n'utilise pas la monnaie. Les opérateurs économiques congolais qui sont là ne peuvent pas utiliser les francs congolais parce qu'ils ne réalisent pas les échanges avec le reste des provinces de la République. Parce que ça ne sert à rien. Il a besoin du shilling, il a besoin du dollar pour échanger avec. Il y a quelqu'un qui a parlé ici même des choses importantes sur même ce qu'on appelle la cohésion nationale. La cohésion nationale ne peut pas être basée sur le discours. La cohésion nationale ne peut pas être basée sur le fait d'avoir un administrateur de territoire nommé à Kinshasa, un chef de secteur nommé à Kinshasa. Mais la cohésion nationale peut être renforcée par les échanges économiques. Et ça renforce même la cohésion entre peuples. Il y a quelqu'un qui vient de dire, lorsque vous échangez entre vous, mais c'est ça même. Prof, vous avez parlé de la révolution culturelle, vous avez parlé de quoi? L'intégration culturelle. L'intégration culturelle, d'ailleurs, peut avoir comme soubassement l'intégration économique, les échanges. Lorsque vous échangez entre les différents peuples, vous vous connaissez sur le plan culturel. Vous êtes des gens qui parlent swahili, nous parlons chiluba, nous avons une culture, on échange des choses, on se comprend. Donc le soubassement d'une bonne intégration culturelle doit absolument être l'intégration économique. Donc l'économie peut être les ciments de tout ce que nous sommes en train de dire. Pour revenir vraiment sur les questions, je commence avec Maman Thérèse. Les mesures prises pour assurer la sécurité, que ce soit à l'Est et à l'Ouest, ça, je dois être clair avec vous. Le pays vient de très loin. Moi-même, très récemment, je voyageais pour Kikwit. J'avais 2 voitures qui devaient amener quelque chose dans la ferme. Et moi, j'étais dans l'autre voiture. Et la première voiture, on voit des militaires qui demandent à notre chauffeur de les prendre pour les ramener. Là où, parce qu'il y a les problèmes de la sécurité là-bas.
le chauffeur prend, mais avant de le prendre, il vient demander mon autorisation. Mais je vois la personne qui m'amène, je ne comprends pas. Bon, de toute façon, on a déjà accepté, on l'amène. On l'amène, on le fait, je lui pose quelques questions. Il répond et nous on parle. Je dois vous dire que le pays a été infiltré à un niveau. Même ce qui se passe là, il n'y aura pas de solution tant que ceux qui commandent les choses sur le terrain ne sont pas bien identifiés. Moi, je vis moi-même. Donc finalement, nous sommes à un niveau où, pour nous en sortir, il faut un engagement collectif de l'ensemble de notre peuple. C'est très grave ce qui se passe. Donc, sur le plan sécuritaire, maman, le pays vient de très loin. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a encore quelque chose qui est fait. Il y a encore... Le fait de changer un général ici ne dit rien. Parce que ceux qui appliquent les instructions sur le terrain sont restés pratiquement les mêmes. Donc, il y a un travail à faire pour que nous puissions arriver à assurer la sécurité des personnes et de... Ce que nous vivons, c'est la volonté de la population. Les pays étaient même sous embargo, on ne peut pas acheter. Nous sommes partis, nous sommes arrivés à l'embouchure, c'est la frontière. Vous avez Soyo de l'autre côté, on voit des militaires. Ils n'ont pas d'armes. Le pays a été mis vraiment à genoux. Le pays a été mis à genoux. Et les résultats, le peu des résultats que nous avons aujourd'hui, il faut féliciter les chefs de l'État. Le pays était sous terre, pas par terre. Et aujourd'hui, les chefs de l'État travaillent pour les faire sortir, les mettre par terre. Il n'est pas encore servi, il est encore par terre. Et nous devons travailler, il faut l'engagement de l'ensemble de notre population pour qu'on arrive à apporter des solutions aux différents défis, surtout sécurité. Quand vous arrivez dans la partie est telle que vous avez Massissi. Les Rwandais sont là depuis combien d'années? Il y a des villages entiers qui sont des villages congolais, mais ce sont des Rwandais qui habitent. Donc c'est un travail qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui, mais que nous devons mener dans la durée parce que nous sommes du côté de la justice. Donc il y a un travail important à faire et on ne peut pas dire que rien ne s'est fait parce que nous venons de très loin. Aujourd'hui, les pays au moins peuvent se décider quelle direction prendre. Mais avant 2019, si les choses ne se sont pas passées telles que voulues par les peuples, comme nous le voyons aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on serait en train de parler autre chose. On ne parlerait même pas du Congo et tout ce qui s'est fait. Il y avait des gens, quand vous arrivez à la RTNC, vous ne pouvez pas dire même que nous sommes agressés par là. Dès que vous dites là, vous ne pouvez même pas arriver par terre, on vous arrête à la RTNC. Mais au moins, nous avons franchi beaucoup d'étapes et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et vous avez parlé du programme local des 145 territoires. Qu'en est-il? Oui, là, moi, je peux dire quand même que je vis de moi-même. Hein. Ça, je ne dis pas des choses théoriques, comme peut-être des gens qui n'ont pas mené des investigations. Je vis des écoles, je vis des bâtiments administratifs, j'ai des photos, peut-être dans ma machine ici, qui sont en train de se construire. Il y a le volet réhabilitation de routes qui va démarrer, déjà qui a démarré également dans d'autres provinces. Mais seulement avec le programme de 145 territoires, en tout cas, on ne va pas régler tous ces problèmes. Il y a notre ami qui a parlé, le prof qui a parlé du FONER, mais il y a une avancée quand même aujourd'hui. Quand les routes se coupent ici au Congo central, on ne se fait plus ridiculiser dans les ambassades. Je ne dis pas que la gestion des fonds collectés, elle est rationnelle, mais c'est une construction, c'est un processus. C'est un processus, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption. Ça, c'est un processus, ce n'est pas les mêmes jours. C'est comme les gens qui disent, on a arrêté les gens et finalement on les a libérés. Mais qui va se transformer en juge? Ce n'est pas les chefs de l'État. Aujourd'hui, cette justice qui pose réellement problème, elle a été décriée depuis plusieurs années. Mais nous sommes dans un... Aujourd'hui, même les magistrats se rendent compte qu'ils deviennent vraiment un problème pour le pays. Parce que tous ceux qu'on arrête, qui sont libérés, quand on les arrête, c'est le problème de la justice. Quand ils sont libérés, c'est le problème de l'IDPS, c'est le problème de Félix Tshisekedi. Non, ce sont les défaillances judiciaires qui sont constatées et que le travail est en train de se faire pour remettre la justice vraiment sur les rails. Il y a le CT qui a dit l'homme, oui, l'homme est au centre quand nous parlons des politiques qu'il faut mettre pour l'intégration économique du Kivu dans les blocs
de notre pays, c'est l'homme qui doit faire ça. Donc peut-être qu'on n'a pas eu le temps de faire sortir cet aspect. Donc l'homme, c'est tout ce que nous faisons ici, tant que nous-mêmes nous n'avons pas pris conscience que le problème qui se passe au Kivu n'est pas seulement pour faire la guerre. Oui, il faut faire la guerre, c'est hyper important. Il faut mettre en place une justice transitionnelle, oui, mais il faut également trouver des possibilités pour que le Kivu puisse appartenir au bloc économique, le Kivu puisse échanger avec les autres provinces de la RDC. On peut mener la guerre aujourd'hui, on la gagne. Mais tant que cette question d'échange entre nous et l'équipe, il y a beaucoup de jeunes quand ils sont au Kivu, là, ils n'ont rien à voir. D'ailleurs, quand ils voient quelqu'un qui vient de Kinshasa, c'est comme un étranger. Ils considèrent quelqu'un qui vient de Kinshasa comme un étranger, mais quelqu'un qui vient de l'Ouganda comme quelqu'un qui est plus proche parce que c'est avec eux qu'ils font des choses. Donc nous devons d'abord travailler pour que les Kivu et toutes les autres provinces de la République puissent interagir. Et le soubassement, la base de tout ça, cohésion nationale, unité, ce sont les échanges. Tant que les gens n'échangent rien entre eux, ils ne peuvent pas s'aimer. Vous allez vous aimer parce que bino bosala kailoko moko na bangote, biso to sa biloko na ba Ougandais na ba Tanzaniens et même des jeunes universitaires, des opérateurs économiques, quand ils se réveillent le matin, personne ne pense à Kinshasa, personne ne pense à Mbujimayi, à Kananga, à Tshikapa, c'est encore impossible, et à Kikwit, ils ne connaissent même pas ça. Donc ils pensent aux villes rwandaises et autres. Troisième question, nous sommes partis au pouvoir, mais le gouvernement doit travailler, oui, c'est ça que le prof a dit. On ne doit pas se plaindre, voilà. Nous sommes d'accord, prof. Ça, j'ai déjà répondu par rapport à... Nous sommes un parti au pouvoir, mais comme vous le savez... Vous dites? C'était une majorité externe. Nous sommes au pouvoir, mais la majorité qui nous permet de gouverner n'est pas notre véritable majorité. C'est pourquoi on a accepté, sachant au départ que Chéribin Okende ne va pas travailler pour que le gouvernement aide. On l'a accepté pour des raisons. Parce que moi, je dis toujours aux gens qu'il est un peu, à mon avis, un peu trop tôt de penser qu'avec un tel gouvernement, on peut aller vers le développement. Moi, j'appelle ça un gouvernement pour la stabilité politique, pour la stabilité institutionnelle. Parce qu'on en a besoin, avant d'engager le pays vers le développement, on a besoin de la stabilité. Et c'est comme ça que vous avez vu que le chef de l'État a été obligé d'accepter même des gens pour des raisons de stabilité. Parce que tant que les institutions ne sont pas stables, vous ne pouvez pas amorcer les... Donc, si nous voulons un véritable gouvernement pour le développement de la République démocratique du Congo, nous devons aller aux élections et voter les gens qui ont la même vision que les chefs d'État pour faire avancer les choses. Mais tant que tous ces gens-là qui viennent, non, nous sommes mignons sacrés, et nous soutenons les chefs de l'État, vous leur donnez encore des pouvoirs, on n'ira nulle part, on va faire du surplace. On va faire du surplace. Donc il n'y aura aucun changement dans tout ça. Nos langues, oui, en tout cas, il faut accorder plus d'importance à la langue nabiso dans le cadre de communication. C'est pourquoi quand je faisais la campagne, j'ai fait la campagne nationale sur la vulgarisation des acquis de la gratuité. En tout cas, soit si je parle de Chiluba pas très bien, mais je peux me débrouiller. J'ai été au Congo central, partout, je parlais à Kikongo, à Lingala, et là où il y avait un peu, je me débrouille un peu à Chiluba. Donc ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de messages, comme j'ai dit, quand nous parlons de l'intégration. Ici, le chef de l'État l'a dit, mais il l'a dit en une langue qui n'est pas très bien comprise par beaucoup de gens. Ce qui donne l'impression que la question de l'intégration du Kivu n'est pas la priorité du gouvernement, alors que le chef de l'État l'a dit à plusieurs reprises lors des sommets de la SADC et autres. Mais nous le disons à une langue que peut-être nous-mêmes, même les intellectuels, nous n'avons pas aussi beaucoup de maîtrise là-dessus. Donc là, je suis d'accord avec vous. Et l'intégration culturelle, oui, le soubassement, ça va être l'intégration économique. Parce que bateau, bazolo, ba langue, bazana culture peut-être différente. Ce qui va dire que ça l'échange na bango, on a économie na bango. En tout cas, on peut atteindre ce qu'on appelle l'intégration culturelle. Alors, question Moussoussou, Ezali, intégration nationale, ça ne doit pas être l'affaire d'un ministère. Oui. Vous pouvez, dans un sens, avoir raison, mais aussi, alors pourquoi alors l'intégration régionale, ça doit être l'affaire d'un ministère? Je vous repose la question. Sinon, on laisse à tous les ministères faire ça. Et c'est vrai que quand vous voyez tous les ministères, ils apportent plusieurs matières. Mais à un moment, il faut essayer de recentrer pour donner à un ministère le travail de mettre sur pied la politique par rapport à l'intégration nationale. Si on dit que c'est tous les ministères
qui vont travailler sur l'intégration, il n'y aura aucun résultat par rapport à ça. Si on demande que tous les ministères doivent travailler pour l'intégration régionale, il n'y aura aucune politique nationale pour l'intégration régionale de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il peut être possible de confier une mission. Ce ministère, nous disons que c'est le ministère qui va faire du travail, mais qui met en place des stratégies de politique au niveau national pour que l'intégration nationale soit une réalité dans notre pays. Alors, il y a une dernière question, notre ami Crispin. L'autorité de l'État, est-ce que vous y travaillez? Oui, on y travaille sérieusement. C'est comme ça que je suis en train de dire, ni étaient les changements que nous avons connus en 2019, peut-être qu'on nous parlerait plus, parce que vous avez vu les gens traverser des provinces et des provinces avec des vaches. Ces gens-là sont où? Ils sont où? Ils sont ici avec nous. Ils sont ici, peut-être ici, à la conférence. Ah oui! Ils se sont transformés. Ils sont peut-être ici avec nous à la conférence. Donc, ils sont ici. On y travaille, mais le mal est très profond. C'est très profond. Ni t'étais ce changement. Je ne pense pas qu'on parlerait parce que Dieu nous aime aussi. Il faut dire que Dieu aussi nous aime, malgré l'engagement et la volonté du peuple, mais Dieu aime ce pays. Parce que s'il n'y avait pas de changement en 2019, avec tout ce qui a été planifié ici, on ne parlerait plus de tout ce que nous... Personne, on ne parlerait même plus, on ne citerait même plus les noms du Rwanda tel que nous sommes en train. On devrait vénérer les Rwandais ici. Donc il y a un travail important, et d'où l'intérêt de nous tous, en tant que citoyens, en tant que peuple, de pouvoir soutenir le président de la République. Si nous osons rater cette opportunité, si nous reculons, ça va être fatal pour nous et pour toutes les générations futures. Donc il y a un travail important à faire, et je crois qu'on peut compter sur l'engagement et la volonté des uns et des autres. Voilà, je ne sais pas, il y a encore des questions ou bien... Non, on peut... Bon, apparemment, il n'y a plus de préoccupation. Est-ce qu'on peut applaudir le professeur Jean de Dieu Minengu chaleureusement, s'il vous plaît? Le professeur Jean de Dieu Minengu reste parmi nous, donc même plus tard, si nous avons des préoccupations, des questions, on peut toujours le voir, le rencontrer pour échanger. Je considère donc que nous sommes arrivés au terme de cette matinée scientifique. Oui, professeur, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai déjà remercié les corps de l'élite scientifique. Ça, je crois qu'il n'y a pas de structure comme ça dans d'autres partis politiques. Et je tiens très sincèrement à vous remercier. Parce que sans réflexion, on ne peut dire, un parti politique ne peut pas fonctionner comme des trucs ou comme des... Non, un parti politique doit fonctionner avec la réflexion. C'est la réflexion qui guide les partis politiques. Et les réflexions ou les recommandations qui sortent de ce genre d'activités, au moins, on ne dit pas que ça doit être appliqué, mais que ça soit pris en compte. Voilà, une fois de plus, je vous remercie très sincèrement et nous restons très disponibles pour participer à ce genre d'échange. Excellence, vous pouvez vous mettre là. Nous, généralement, quand on termine, on remercie l'orateur par un bas, mais qu'il choisit lui-même au choix. On peut s'élever, on va lui faire les bas. Maintenant, vous choisissez quel bas? Bas économique. Je ne sais pas si ça existe, professeur. Bas affectif. Ou bien bas affectif. Économique. Parce que bas économique, on les fait comment? Ça veut dire quoi? Ah oui, c'est ça la question qu'on posait. Bon, ici, nous, on a... Affectif. Affectif. Hein? Parce que l'affection amène vers l'économie et tout. Ah, ouais. Ok, tapez. On vous embrasse. Merci beaucoup. C'est très gentil. Ok. Je crois que nous pouvons terminer ici aujourd'hui parce que lorsqu'on a matinée scientifique, c'est spécialement ça et les divers. Mais les divers, est-ce qu'il y a une communication aujourd'hui? Bon, l'unique communication au niveau du parti, hier, on a signé la charte de l'Union sacrée.
On va faire une matinée scientifique sur la charte, professeur. Monsieur le coordonnateur scientifique, cherchez à voir ça. Oui, de toutes les façons, lorsque vous aurez une petite réunion avec le CG, on va avoir beaucoup plus d'éclaircissements sur ça. Bon, je ne suis pas encore informé, hein. Je sais que les élites, vous devez être informés, mais votre coordination scientifique va en parler avec le boss du parti et puis va vous informer de quoi s'agit-il. Mais c'est en un mot, hein, c'est la vision du chef de l'État. Tout ce qu'on a fait là, c'est seulement pour avoir un candidat unique. Hein. Tout ça, c'est pour les candidats Fachi. Je crois que c'est ça l'idée principale. Il n'y a pas. Donc, et la sortie officielle, ça sera le 22. Présent? Là maintenant, c'est à nous de voter les gens qui ont la même pensée, la même idée avec le président de la République. Et sur ça, le CG insiste régulièrement. Il dit, je parle ici au nom de l'UDPS. Je vais vous présenter les candidats UDPS et les candidats des listes UDPS. Il dit parce que UDPS seul, avec la loi actuelle, la loi électorale actuelle, ne peut pas faire la majorité à l'Assemblée nationale. Alors, moi-même, là c'est le CG, je vais vous montrer d'autres candidats qui font partie de nos propres plateformes. Ce n'est pas le fait que tout le monde se prononce Union Sacrée que je vous demande d'aller les voter. Je vais vous présenter les listes UDPS, c'est-à-dire UDPS maman et UDPS des enfants, tous ceux qui vont constituer la majorité UDPS. C'est ça, national. Je tiens très sincèrement à remercier les corps de l'élite scientifique de notre parti. Et je crois que nous sommes sur la voie qui nous amènera vers la définition de nouveaux objectifs pour le développement de la République démocratique du Congo. Donc la conférence d'aujourd'hui était basée sur l'intégration du Kivu dans les blocs économiques de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le Kivu peut être considéré comme la région la plus riche d'Afrique. Quand on voit en termes de biodiversité, c'est dans le Kivu qu'on trouve les parcs le plus attrayants d'Afrique avec une biodiversité exceptionnelle. Sur le plan agricole, c'est dans le Kivu, vous avez un climat doux favorable à beaucoup de cultures et c'est dans le Kivu que vous avez des sols volcaniques qui sont des sols riches sur le plan agricole. Et en ce qui concerne les minéraux stratégiques, comme vous le savez, c'est dans le Kivu qu'on rencontre ces minéraux. Mais malheureusement, cette région très riche d'Afrique n'est pas intégrée sur le plan économique en République démocratique du Congo. D'où l'intérêt pour nous, sur l'invitation du corps de l'élite scientifique de notre parti, de discuter sur les défis, les enjeux et les pistes de solutions pour que le Kivu soit intégré dans les blocs économiques de la République démocratique du Congo. C'est ça qui a été dit quand vous êtes par exemple à Goma aujourd'hui. Une maman qui produit de la patate douce ou de la pomme de terre, mais cette patate douce ne prend pas la direction de Kisangani, ne prend pas la direction de Lubumbashi, ne prend pas la direction de Mbuji-Mayi, mais cette patate douce prend la direction de l'Ouganda, elle prend la direction du Rwanda, soit de la Tanzanie et autres. Donc aujourd'hui, pour nous, par rapport à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui ne cesse de parler de l'intégration nationale, c'est pour nous que le Kivu soit vraiment intégré économiquement en République démocratique du Congo. Ça sera un soubassement pour la cohésion nationale, ça sera également un soubassement pour l'intégration culturelle de la République démocratique du Congo. Certes, beaucoup de défis restent à relever au Kivu. Vous avez la question des questions identitaires, vous avez des questions sécuritaires, mais toutes ces questions n'ont pas une seule solution, il y a plusieurs solutions. Il y a la diplomatie, il y a la guerre, il y a la justice, mais il y a aussi l'intégration économique du Kivu, mais aussi de toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo. Donc voilà l'essentiel de ce qui a été dit dans cette soirée scientifique dont j'ai remercié très sincèrement les organisateurs et j'ai très bien dit que je serai très disponible à participer à d'autres journées, à d'autres soirées scientifiques pour le bien, pas seulement de notre parti, parce que l'IDPS travaille pour le développement de la République démocratique du Congo et je serai très disponible pour participer, monsieur le coordonnateur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On retient clairement l'éloignement de l'Est de la République par rapport aux activités économiques et l'éloignement par rapport à l'ensemble
de la République, mais c'est une situation qui, à mon avis, est pareille à chacune des provinces, chacune des provinces, de nos 26 provinces sont plutôt enclavées. Il n'y a pas beaucoup d'échanges entre les échanges économiques entre les provinces, ça c'est un. Mais je crois plutôt que c'est un problème qui peut être résolu si les pouvoirs publics décident de nous développer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, le développement, la décision de développement implique qu'on se décide de nous industrialiser, de fabriquer des produits localement qu'on peut mettre sur le marché national. Et cela implique aussi énormément de décisions, à commencer par la formation, le rôle de l'université, qui, à mon avis, n'intéresse pas beaucoup les pouvoirs publics pour l'instant, en tout cas pas au niveau qu'il faudrait. Ça suppose aussi tout un tas de politiques dans tous les secteurs qu'il faut mener de manière à ce qu'on puisse arriver à faire face aux besoins de la situation, plutôt aux besoins de la population, ce qui, à mon avis, correspond à la résolution de la problématique des enclavements ou d'enclavement dont souffrent beaucoup de nos provinces, si pas toutes.